Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Eh ben, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, qui vont regarder cette vidéo, que j'ai jusqu'à maintenant d'excellents rapports avec mon invité, la moitié du jour. Je sais pas si ça va être après, à la fin, mais on sait jamais. On verra. Et que je lui ai demandé par avance si ça ne dérangeait pas qu'on parle de son handicap, d'en rigoler, enfin, qu'on s'éclate dessus, enfin, pas que de ça, mais qu'on ait un truc sympa. Donc, parce que moi, en fait, ça m'arrive de déraper et de faire des vannes, bon, un peu lourdes, je vous l'accorde. Mais bon, voilà. En tout cas, ne vous offusquez pas. On est là à la bonne franquette, il n'y a pas de problème. Et j'espère que l'interview du jour va vous plaire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, pour commenter, je vais le présenter succinctement. Alors, il a été conseiller technique départemental à handisport77.fr de 2008 au 31 juillet 2017, cadre à la commission fédérale judo à Fédération française handisport, c'est long dis donc, du 1er septembre 2008 au 1er janvier 2017 à Paris. Il est membre du comité directeur, je suis jaloux, au comité judo 77 depuis septembre 2008 à Bussy-Saint-Georges, je dis pas de bêtises, et directeur technique de sport Shambhala à Kendo Mo, alors Mo c'est la ville de Mo, depuis septembre 2014. Alors, sur sa page Facebook, il se décrit comme un sportif avec un handicap qui aime et pratique le judo, le jiu-jitsu, le sport Shambhala, pour ce qu'il apporte sur le tatami et en dehors. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques après. Allier le Shingitai dans sa vie de tous les jours. La phrase m'a paru un peu bancale. Et ta citation préférée, enfin favorite sur la page Facebook toujours, n'allez pas là où le chemin peut vous mener, allez là où il n'y a pas de chemin. Que je ne dis pas de bêtises, et laisser une trace. C'est de Ralph Waldo Emerson. Voilà. Tout à fait. Michel Boudon, pardon. Bon, bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que ta présentation te convient? Très bien, très bien. Non, tout à fait. Simon. Bonjour à toi, bonjour à tous. Oui, bah c'est vrai que il y a des citations qui me plaisent beaucoup. C'est un philosophe américain du XVIIIe siècle qui est vraiment extraordinaire. Faut lire ses livres. C'est un essayiste, un philosophe. Et ce mot trace, c'est un mot qui me suit depuis que je suis en situation de handicap. Parce que j'ai été président d'une association qui s'appelait Trace Plus. Et Trace Plus était une association qui était pour la promotion des vélos à propulsion manuelle, les handbikes. Je crois connaître ça. Donc, cette association, elle avait été créée en 90, il me semble. Moi, j'en ai pris la présidence en 95. Et de 95 à 2005, j'ai été président de cette association. Et jusqu'à temps que le handbike soit au JO de Londres. Voilà, donc c'était notre objectif que le handbike soit une discipline olympique. Bah dis donc. Donc tu avais un parcours quand même par rapport à ce que j'ai écrit, un parcours avant ça déjà bien rempli. Oui, j'ai eu 3 vies. Hein. Et je le dis directement, 3 vies. J'ai eu une vie de cuisinier parce que c'était mon métier de base. Ensuite, j'ai fait un petit séjour à l'armée. Je suis revenu civil et j'ai eu mon accident en tant que civil en allant au travail. Et puis, donc de là, j'ai rencontré mon épouse, qui était mon infirmière. Donc, détournement de biens de l'État. Et bien m'en a pris. Ensuite, j'étais papa au foyer.
Mais bon, papa au foyer, c'est très bien, mais moi, il me faut quelque chose de cérébral, de physique aussi. Donc, je me suis mis dans la politique communale. Et bon, comme je fais pas les choses à moitié, je suis monté un petit peu dans des commissions handicap au niveau national, mais je ne suis pas resté longtemps parce que la vie politique, c'est très intéressant, mais ce n'est pas ce que je recherchais. Le changement de pensée de dirigeants, je vais même dire, était là, et j'ai quitté cela parce que j'étais appelé en même temps à la commission judo handisport. Parce que j'ai faisais en même temps du judo, j'ai passé ma ceinture noire, j'étais en situation de handicap. J'ai passé tous mes grades, etc., et j'ai avancé dans le judo, puis j'ai découvert le Chambala. Et voilà, ça c'est... J'ai eu plusieurs vies bien remplies. Alors tu pratiques ça va, oui, ça... J'imagine. Tu pratiques les arts martiaux depuis quand et pourquoi? C'est quoi ta motivation et comment ça t'est arrivé dans ta vie, en fait, tout ça? Alors, j'étais maire adjoint dans ma commune à l'époque, et mon fils, qui avait 12-13 ans, me dit en plein mois de mai, papa, j'ai envie de faire du judo. Oh, ben, t'as envie de faire du judo, bouge pas. J'habite dans une petite ville qui était à l'époque à 4000 habitants. Là, aujourd'hui, on est un petit peu plus de 5000. Mais à l'époque, je connaissais tout le monde, puisque j'étais très actif dans ma commune. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle le président et je dis, bon, bah, Franck, j'ai mon fils qui s'est décidé de faire du judo. Est-ce qu'il peut faire un essai en plein mois de mai? Il me fait, bah, attends, pas de souci, tu l'emmènes et on lui prête un judogi et puis on y va. Ok. Et je l'emmène le mercredi et puis là il y a Franck et Daniel, l'enseignant de l'époque, qui me regarde et il fait, bah, qu'est-ce que tu fais sur les bords des tatamis, toi? Bah, je fais, bah, je regarde. Il me fait, mais attends, tu te fous de nous? Et il me dit, tu montes avec nous. Et là, à ce moment-là, bon, vous ne le voyez pas, mais je n'ai pas de jambes. On allait justement en parler juste après. Donc, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse du judo sans mes jambes? C'est quelque chose de... C'était impensable. Enfin, on s'en fout. Viens, monte avec nous, on va rigoler et tout. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Je faisais ça plus pour mon gamin et passer un moment avec lui. Et le souci, c'est que on me met contre Odile, qui était ceinture noire. Oh, c'est vache. Non, mais c'est le rôle d'un gradé, gradé. Mais le souci, c'est que lorsque j'ai saisi le kimono de la personne, donc en kubikata, j'ai des instincts militaires qui sont un petit peu revenus en moi, et j'ai fait une technique qui était totalement interdite. Et là, il y a le prof qui s'amène ça Michel, non. Ça c'est interdit. T'as pas le droit. C'est Antsekumake, tu sors et tout. Je suis désolé, je voulais pas. Il dit, non, il n'y a pas eu de mal, t'as maîtrisé. Il fait, ça, faut que t'oublies. Maintenant, on va te reformater en quelque chose de beaucoup plus souple et, voilà. Et donc, j'ai appris le mouvement. Bon, avec le handbike, il y a plus, différentes choses que je faisais. J'ai des épaules qui sont assez fortes. Donc, quand j'attrape quelque chose que je le ramène vers moi, la personne en général me suit. Et voilà. Donc après, j'ai eu ma ceinture blanche parce que j'ai dit à la rentrée, j'ai pris ma licence et j'ai commencé le judo comme ça d'année en année et je n'ai jamais arrêté. Et je continue toujours. Oh, mais bon. Bah, alors, justement, on parlait de ton handicap et de tes jambes. Comment c'est arrivé et comment est-ce que ça a influencé en fait la pratique des arts martiaux pour toi? Enfin, d'abord la partie de comment c'est arrivé, puis après par rapport aux arts martiaux. Alors, moi, j'ai eu un accident de moto. J'ai à l'âge de 21 ans sur l'autoroute. Il y a eu une percussion. Alors, est-ce que c'est moi qui percutais la voiture ou c'est la voiture qui m'a percuté? On n'a jamais su le déterminer.
Mhm. Mais le fait est que j'ai été projeté dans les rambardes de sécurité. Ouais. Voilà. Et un coup de chance pour moi, c'est que ce sont que les jambes qui sont passées, et non pas la tête. Ouais. Sinon, tu m'aurais appelé Louis XIV. Ça aurait été Ah, ça me l'aura coupé, là. dur à la vidéo, quoi, déjà, de base. Certes. Et oui, je suis désolé, j'ai un humour qui Non, c'est très bien. c'est cocasse. Moi, ça me convient. Il n'y a pas de problème. est assez cocasse. C'est de l'autodérision. Et voilà, donc j'ai fait 1 an et demi d'hôpital. Ouais, 2 ans d'hôpital. Et puis, je devais faire 6 mois de rééducation au minimum. Parce que, bon, j'ai eu une jambe qui a été amputée le jour de l'accident. Et la deuxième jambe a été amputée 1 an après. Ah, d'accord. Ça, ils ont pas... Elle était encore... Alors, sauvable. elle était... ils auraient pu me sauver la jambe. Ouais. C'est clair. Ils auraient pu me sauver la jambe. C'est moi qui ai demandé l'amputation. Ah, Parce que d'accord. cette jambe, elle aurait été, entre guillemets, esthétique, présente, mais difficilement fonctionnelle. D'accord. Parce que j'avais le pied qui était en vrac, donc j'aurais été obligé d'avoir, j'étais une chaussure orthopédique, ça c'était évident. Ensuite, mon genou, j'avais une jambe qui était raide, elle pouvait pas, puisque le genou avait été éclaté, il ne pouvait pas fonctionner. D'accord. Et j'avais une perte de je sais pas c'est dire, une perte osseuse de 17 cm. Et à l'époque, on pouvait faire repousser l'os, on peut le toujours, hein, avec un système qui s'appelle le système Ilizarov. C'est un fixateur. C'est un fixateur où on coupe à chaque extrémité une petite lamelle d'os et on va retirer comme ça petit à petit l'os. Et dans le creux qu'il y a entre les deux, ben, il va y avoir l'os qui va repousser, qui va se reformer petit à petit. D'accord, oui. Là, je vois un peu l'idée, oui. Donc, le problème, c'est que moi, j'avais 17 cm de tibia en moins. Moi aussi, j'ai 17 cm, mais... Bon. Si tu l'appelles tibia, c'est un joli nom. Et voilà, donc les 17 cm, en comptant environ 1 mm par semaine, tu vois un petit peu le nombre de semaines qu'il m'aurait fallu pour 17 semaines. Et tout devait stopper si des fois il y avait une infection osseuse qui se mettait, type comment ça s'appelle, staphylocoque doré ou autre. Et bien m'en a pris, j'ai eu un staphylocoque doré. Donc la pousse de l'os était directement mis en pause pour d'abord soigner le staphylo. Enfin, me soigner du staphylo, parce que le staphylo, lui, il se portait bien. Oui, j'imagine. Et ensuite, voilà, on aurait commencé à la pousser. Puis, j'en pouvais plus de l'hôpital. Et on m'a dit, bah, attends, on va t'envoyer dans un centre de rééducation. Et on va te mettre une prothèse. Et avec l'autre, comme ça, on va pouvoir, avec le système Ilizarov, on aurait pu me faire marcher et accélérer un tout petit peu la pousse de l'os. Et je suis arrivé à ce centre et j'ai vu des personnes amputées bilatérales. Et j'ai vu que comment elles se débrouillaient. Je fais, mais attends, c'est trop génial, quoi. Ils seraient moins handicapés que moi avec ma jambe. D'accord. Donc je suis revenu avec ma prothèse. On me faisait des stations debout, petits. Et là, j'ai dit, non, j'ai trop mal à ma jambe. On arrête. Vous m'amputez la jambe. Parce que le délai, il m'aurait fallu encore 3 ans d'hôpital avec le fixateur, donc les médicaments. C'était long. Ce qu'on appelait faire les chromes, c'était quelque chose qui m'était très désagréable. C'est-à-dire faire les chromes, c'était prendre soin de ton fixateur. Il y avait des tiges qui transperçaient la jambe de part et d'autre, et il fallait nettoyer les tiges. Les tiges pour éviter qu'il y ait des infections qui rentrent par là. Ouais. Et je me dis non, c'est bon, quoi. Et voilà, donc je suis passé devant un staff, les psychiatres. Non, faut pas. Le médecin qui fait non, vous vous rendez compte tout ce qu'on a fait pour ça, il en est arrivé là. Et à un certain moment, je leur dis, c'est sûr, vous m'avez sauvé la jambe. Vous m'avez sauvé la jambe, mais elle ne sera pas fonctionnelle. Et dans une voiture,
avoir la jambe tendue, surtout c'était la jambe droite. Mhm. Donc pour nous, c'était très 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 compliqué. Et voilà. Donc en un mois de temps, l'opération a été programmée, l'amputation a été faite. Et ouais, un truc assez d'humour, c'est qu'on était lorsque tu as 21 ans, j'étais à l'hôpital Saint-Louis à Paris à l'époque. Mhm. Et il y avait des groupes de jeunes qui étaient là, ou des petits accidents ou des maladies, malheureusement. Et moi, qui ne pouvais pas beaucoup bouger de ma chambre, on venait me voir. Et puis, la veille de mon amputation, je dis, ah les gars, vous avez de la chance, demain, vous allez manger du gigot. Et là, les copains m'auraient fait, ah non, t'es dégueulasse, Michel. Non, faut pas. Je fais non, mais ça va pas me faire pousser l'autre jambe. Faut rigoler. Je fais, non, c'est pas t'as le moral et tout. Ouais. Et puis, je pars, comment ça s'appelle, au bloc. Bon, l'amputation se fait. Je dormais, je te rassure. Et le lendemain, je sais plus, je reviens dans ma chambre. Et là, les potes qui viennent me voir pour me voir en me disant comment tu vas, t'as pas trop mal et tout. Et je dis non, ça va. Franchement, je suis même soulagé. Je pouvais enfin bouger un petit peu plus dans mon lit parce que le fait d'avoir un fixateur te bloque quand même pas mal. Et le gigot était comment? Eh ben c'est ça le problème, c'est que le lendemain le jour de mon amputation, il y avait du gigot. C'est vrai. Ah là. Il y avait du gigot et là il y a les copains m'ont dit mais on n'a pas pu manger. On n'a pas pu manger, on voyait ta jambe quoi. Ça vient du bloc opératoire et dit on n'a pas pu manger et dit pour une fois ça sentait bon. Donc voilà. Donc ils m'ont maudit un petit peu. C'était pas prémédité. C'était absolument pas prémédité. Parce que là, ça aurait été fort quand même. Non, c'est pas. Non. Moi, j'ai des coïncidences comme ça dans la vie qui se sont faites. Ah oui, bah oui, là. Mais c'est très drôle, On va passer justement au fait. Est-ce que ça a influencé ta pratique justement, le fait d'être handicapé, la pratique des arts martiaux? Déjà, j'ai un esprit qui est très martial. Voilà, j'ai une vie qui est très droite, qui est très. Je suis dur envers moi-même, pas envers les autres, mais envers moi-même, je suis excessivement dur et je me refuse difficilement à un échec. Quelque chose, un échec. Maintenant, je philosophe un petit peu plus. Si des fois j'ai un échec, je dis c'est pas grave, j'ai appris, mais je vais faire différemment la prochaine fois. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui m'était totalement. Je m'interdisais l'échec. Et le fait de revivre sous le tatami des sensations de force, d'opposition et de bienveillance en même temps. Parce que la différence qu'il y a quand même entre un entraînement où tu as un partenaire, et ce partenaire, faut que tu en prennes soin, parce que si des fois tu lui fais mal, tu n'as plus de partenaire, donc tu te retrouves tout seul sur le coin des tatamis. Alors qu'une compétition, c'est pas que tu cherches à lui faire du mal, mais tu cherches à gagner. Bah oui. Sinon, c'est toi qui te retrouves tout seul sur le coin du tatami. C'est clair. Voilà, c'était un petit peu ma vision et ça m'a beaucoup plu et j'ai rencontré vraiment une deuxième famille. Ouais. Alors, tu as pratiqué pas mal d'arts martiaux finalement, ce que j'en ai cru comprendre. Tu nous en as parlé, on en a parlé un peu. Lequel te ressemble le plus? Est-ce que c'est le judo? Est-ce que c'est le jiu-jitsu? Est-ce que c'est le shamba? Ou est-ce que peut-être quelque chose que j'aurais pas cité? Moi, aujourd'hui, quand je pratique n'importe quel art martial, je dis que mon ADN, c'est le judo. Je suis judoka d'ADN. Et c'est ma base. Il y a un code moral. Ouais, c'est magnifique. Mais pas un code mural. Oui. C'est un petit peu la différence. Pour tous les judokas connaissent ce code moral et on l'a tous dans le passeport. Oui. C'est important dans la vie de tous les jours et pas que dans le judo, je pense. Il ne faut pas que ça devienne un code mural où on met ça sur un mur et qui fait joli. Oh là là,
Non, faut vivre ce code moral On est d'accord. pour être. Et si des fois tu regardes bien ce code moral, tu te demandes, toi, posez-vous la question, quelle est la phrase qui est inutile? Quelle est la phrase qu'on peut enlever? Ça fait 20 ans que je fais du judo. Il y a aucune, à mon sens, il n'y a aucune phrase qui est inutile. Tous se lient, se relient les unes aux autres, et c'est ça qui est formidable. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, franchement. En fait, il y a un truc, c'est moi j'ai commencé, donc j'avais 5 ans et demi. Ouais. Donc dans les années 80, c'était très à la mode. Hein, le judo, je me souviens même dans la bande dessinée, il y avait Dr Justice, oui, un judoka, je sais pas si tu te souviens de ça. Si. Et je me posais la question, ouais, tu vois, on a les mêmes références. Et je me posais la question, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours cette même place dans la société française et dans le collectif? Est-ce que c'est toujours à la mode et donc comme ça, il y a toujours autant de monde qui viennent? Au judo? Ouais. Alors le judo, je veux dire, c'est le judo reste le judo. Est-ce qu'il a évolué? Oui. Là, malheureusement, avec la Covid, il y a eu beaucoup de clubs qui ont fermé, des professeurs qui ont arrêté. Aujourd'hui, est-ce qu'un professeur de judo peut vivre de son métier en tant que professeur de judo? Il y en a certains qui arrivent, mais ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, ce sont surtout des professeurs de judo qui ont ça comme passion, qui ont leur petit club le soir et qui ont un travail de journée, fonctionnaire, peintre, mécanicien ou autre. Il y en a très peu qui sont maintenant que professeurs de judo. C'était pas dans l'interview. Je voudrais quand même dédier cette vidéo à mon professeur de judo, le professeur Thibault. C'est un club de judo qui était à Boulogne-Billancourt, boulevard Jean Jaurès. Maintenant, il est à la retraite depuis X temps. Donc, s'il voit cette vidéo, voilà, que je pense toujours à lui, c'est que autant que le club de judo. Je parle de moi, je sais, j'ai un ami qui me le reproche à chaque fois, mais c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire parce que autant à toi qu'à moi, ça a pris une place dans ma vie énorme, jusqu'à temps que je puisse plus en faire physiquement. Mais voilà, donc ça c'était juste un aparté. Voilà, c'était vraiment pour dire voilà que c'était les meilleurs moments de ma vie. Voilà. Je comprends, c'est aussi les meilleurs moments. Et je pense à Oiseau Sensei, qui était maintenant disparu il y a 3 ans, qui est arrivé sur les tatamis avec sa canne, mais vraiment des petits pas, tu vois, les tout petits pas, vraiment. Il posait sa canne, il mettait un pied sous le tatami, il se redressait, le deuxième pied, il était droit, et pas. Il y avait comme si sur le tatami, son handicap dû à l'âge et puis à tout ce qu'il avait fait dans sa vie en tant que combattant. Je crois qu'il était à 24 ans, il était 6e dan. C'est vraiment une personne qui était vraiment extraordinaire. Mais quand il était sur les tatamis, c'était une autre personne. Et c'est vrai que même moi, quand je mets mon judogi, que je monte sur un tatami en fauteuil, j'ai une énergie qui me booste, et c'est ça qu'on cherche en fin de compte. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est valable quand je fais du judo, quand je fais du chambara, ou quand je fais n'importe quelle pratique de combat ou martial. C'est... J'ai pas... Ouais. Vas-y, pardon, j'ai coupé. Non, je disais c'était une nécessité. Ah, c'était une nécessité, ah d'accord. Je comprends tout à fait cette émotion, j'allais dire. Voilà, je comprends tout à fait ça. Ouais. Je cherche mes mots, tu vois. C'est le problème quand on est dans un autre pays, on perd ses mots. Je pense que alors,
généralement, on fait des compétitions pour passer les dan et pour passer les ceintures. Mais est-ce que tu as fait des compétitions hors le fait de devoir des vraies compétitions je dirais pas olympiques. Alors, j'ai pas fait de compétition dans le judo, des compétitions de combat. J'ai fait des compétitions techniques où je présentais, je sais pas, j'ai le souvenir d'avoir présenté en technique le katame no kata, qui était à l'époque le kata du 3e dan. Mais parce que en position assis sur le sol, je ne voyais pas comment j'aurais pu présenter le kata du 1er dan, c'est-à-dire le nage no kata. Oui. Donc c'était quelque chose, donc le kata des projections, c'était quelque chose qui était très difficile à faire. Je l'ai vu faire au Kodokan par une personne qui est paraplégique, mais je vais dire queue de cheval paralysé très bas, donc avec quand même une tenue de buste impressionnante. D'accord. Mais j'ai trouvé ça hyper beau. Et je pense que le judo, faut bien penser que le judo, c'est voie de la souplesse. Mais c'est pas obligatoirement voie de la souplesse du corps, mais c'est voie de la souplesse de l'esprit. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas visualiser une technique de projection si des fois elle n'est pas faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire porter des pôles projection, et alors que si des fois tu es au sol, porter des pôles projection, est-ce que les jambes sont si importantes que ça? Si des fois on veut faire une technique se rapprochant de l'idéal. Donc voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans dans ce cheminement. Alors bon, tu as répondu, je pense qu'on a répondu à la question que j'avais écrite, c'est la suivante, qui était, que j'avais marqué, je pense connaître la réponse, enfin, c'était évident pour moi. Quel est l'endroit où tu te sentais le mieux, sur le tatami ou derrière le bureau, c'est-à-dire au niveau administratif, à t'occuper de ça ou à être sur le tatami? Mais je pense que c'est deux choses différentes. Ouais. Totalement, c'est-à-dire que quand je suis sur les tatamis ou dans le shiai, lorsque je fais du shambara, c'est deux choses totalement différentes. C'est d'un côté, je mets à profit certaines de mes capacités et je les transmets. Et quand je suis derrière mon ordi, que je crée avec des potes des réflexions sur le passage de grade, sur des chartes club handicap, je deviens mon cerveau se retourne et je deviens en force de proposition. Donc l'un et l'autre sont totalement nécessaires, opposés, mais qui forment Michel le tout. Voilà. Oui, c'est un tout qui, c'est pas séparé, c'est vraiment quelque chose, voilà. Bah, c'est un peu comme le code moral, tu peux pas le séparer tout ça. Et tu peux. Par exemple, je vais prendre, je veux dire que c'est complémentaire, c'est ça. Totalement. C'est ça l'idée. Dans le Chambara, donc qui est de l'escrime japonaise libre, au Japon, je sais qu'ils font du Chambara, mais vraiment un petit peu comme un jeu. À l'origine, c'était pour les enfants, faut le rappeler quand même, et qui est devenu une pratique martiale à part entière en France depuis 74, il me semble. Non, c'était créé au Japon en 74 et ça devrait arriver dans les années 90. Ouais, là, au niveau du Shambhala, je suis pas très expert, donc. Enfin, l'important n'est pas trop là. C'est que on a ce qu'on appelle la yari. La yari, c'est une grande lance où on fait des estocs et uniquement des estocs, et on a les deux mains posées sur l'arme. On peut effectivement
pour avoir une allonge plus longue, le faire avec une seule main. Mais c'est une pratique que je ne peux pas faire. On est d'accord? Et par contre, comme je suis prof de Shambhara, où j'ai le diplôme, comment je fais pour enseigner le Shambhara si des fois je suis incapable de pratiquer? C'est sûr que c'est compliqué de montrer aux élèves ce que toi tu peux pas faire toi-même. Eh ben, justement, il y a 3 manières d'apprendre. Il y a en regardant, il y a en écoutant et il y a en faisant. Ouais. Et pareil, les 3 sont indissociables. Mais moi, quand j'explique à faire à faire de la yari à mes élèves, eh ben, j'ai un vocabulaire riche pour leur expliquer ce que je veux voir, ce qu'il faut faire et le résultat de ce travail. Et ça fonctionne. Donc, j'en ai encore discuté hier avec des collègues où ils souhaitent développer cette technique. Et lorsque je leur dis comment je travaille, ils disent, mais attends, il faut vraiment qu'on travaille sur ta pensée parce que c'est vraiment ludique, efficace et tout le monde peut s'inspirer. Tu donnes vraiment envie d'en faire, hein, je te le dis. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Moi. J'ai toujours eu envie, de toute façon. J'ai un bon commercial là dans le Shambhara. C'est ce que. Mais j'en ai vu pour ceux qui n'ont pas vu, je pense que on mettra des liens, je pense sur la description vers des vidéos et autres. Je pense que c'est intéressant. Moi, je sais ce que c'est. Je l'ai vu pratiquer. J'en ai pas fait moi-même, malheureusement. Et pourtant, Dieu sait que voilà, je n'aurais voulu. Mais je pense que c'est intéressant. Justement, à part ceux qu'on a cités, alors Jiu-Jitsu, Judo, Shambhala, est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as essayé d'autres arts martiaux? Oui, alors j'ai essayé le karaté contact. Ah, contact. Hein? Contact, mon karaté, ouais, je connais. Oui, karaté, oui, mais le contact, c'est avec coup posé. J'ai essayé la boxe de rue. Voilà, tout à fait. Oui. J'ai essayé le Wing Chun. Ah, Wing Chun, je connais deux noms. Ah, Wing Chun, c'est la boxe chinoise, les mains collantes. Enfin, c'est ma situation m'empêche de faire toutes les techniques d'une discipline. D'accord. Et moi, j'ai voulu comprendre comment fonctionnaient les articulations et comment on pouvait les bloquer dans des attaques, dans des coups portés, dans des parades, des esquives, etc. Et à un certain moment, je me suis retrouvé bloqué un petit peu avec le judo. C'est pour ça que je suis passé au jujitsu, qui m'a emmené vers le karaté contact pour comprendre la pulsion, qui m'a projeté vers le Wing Chun, qui m'a rappelé un petit peu la souplesse du judo, quelque chose de fluide, et une vague, si des fois tu t'opposes à la vague te fait tomber. Par contre, si des fois tu vas dans le mouvement de la vague, tu restes debout, tu as reculé, mais t'es pas tombé. En fait, c'est un cercle, c'est pas vicieux, c'est pas un cercle vicieux, mais en fait, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment, en fait, ça a été, ce qu'elle a, judo, c'est vrai que quand on regarde un peu tout ça, c'est vrai que ça revient à faire une boucle, dans les arts martiaux, c'est quand même incroyable, c'est génial. C'est génial. Il faut accepter, ce qui a été plus dur pour moi, c'est, suivant la technique que tu vas mettre, le poignet, suivant la pratique, ne va pas avoir le même angle d'attaque. D'accord. Et ensuite, il faut simplement que tu trouves ta forme de corps qui te correspond. Dans les compétitions de Shambhara, quand tu vois des compétiteurs, rien que en les regardant, tu dis, lui, il vient de tel club. Parce qu'il y a l'essence du professeur qui est mis à l'intérieur. Une technique particulière que le professeur sait bien faire, lui, l'élève va essayer de le copier. Parce qu'il sait que ça marche. Donc, on voit des petits clones. C'est très bien. Hein. D'ailleurs, il faut
Il faut, moi je suis fier quand je vois un de mes élèves qui fait quelque chose, ou que je lui ai dit qu'il le fait comme je le ressens, je me dis yes. C'est du Michel, c'est de l'Erika, parce qu'on est on est deux profs dans le club. Il y a Erika et moi, et avec deux manières d'enseigner différentes. C'est ça qui est formidable. Et on voit qu'on est en train de créer une essence des deux profs, quoi. C'est quelque chose. C'est la fierté du professeur, en fait, tout simplement. Non? Oui, je suis. De toute façon, c'est normal. Moi, je suis toujours fier de mes élèves. Je suis toujours fier de mes élèves. Attends, tu m'as pas encore eu. Viens, ça me ferait vraiment plaisir. J'attends le billet d'avion. Réciproquement. Quoique, j'ai pas ce qu'il faut pour t'inviter chez moi, malheureusement. on va. Non. Vas-y, si tu veux terminer là-dessus. Sinon, j'avais une autre question. Justement, mais tout ça, ça va être ensemble. Ouais. Je viens de voir, je suis tombé dessus aujourd'hui en préparant la question. J'ai vu le petit film de self-défense par, alors, je veux pas écorcher son nom, Katik Awakian. Oui, c'est ça. Avec toi. Alors Charles et Gérard, tu dois être des amis, je suppose, ou quelque chose comme ça. Tu peux nous en parler parce que c'était quoi le leitmotiv? Et puis ça me paraît super sympa. Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai beaucoup de contacts et un petit peu dans le cinéma. Et j'ai une amie qui me dit Michel, on cherche une personne en situation de handicap pour figurer dans un court-métrage. Ah d'accord. Est-ce que tu peux y aller? Ouais, je fais pas pour te faire plaisir, je vais le faire. Hein, ouais, si tu veux, ça fait plaisir. Allez, on y va. Ils ont besoin de quelqu'un. C'est rare que je dise non. Je sais pas dire non. Et on me met en relation. Et puis l'assistante me dit attends, Michel, je vais t'envoyer le scénario, et puis tu vas voir, il est très simple. C'est pas compliqué ce que tu vas faire. Ok. Et je lis le scénario, et là, je me mords les joues, et je fais non. Là, ça va être... Je reprends contact avec elle, je fais bon... j'ai dit à notre ami en commun que je venais de faire, donc je vais pas... me dédouaner. Faire marche arrière. Ouais. Mais par contre, ça me plaît pas. C'est pas moi. C'est difficile de faire ça. Elle me dit pourquoi... je sais pas, parce que je peux faire un petit peu mieux. Je vois. Et elle me dit, mais comment ça? Et bon, je lui raconte un petit peu mon parcours. Elle me fait, non, c'est pas vrai. Je fais, si, j'ai des vidéos, je vais t'envoyer des vidéos. Et je lui ai envoyé une vidéo de ce que je savais faire en jujitsu. Et 5 minutes après qu'il ait vu visionner le film, elle me dit, bon, Michel, oui, effectivement, ça serait dommage d'enlever ces épreuves. Donc, elle dit, tu me écris un petit scénario, et puis je te dis si c'est valable ou pas. Et j'ai repris son scénario de base, et de là, j'ai dit, on va m'agresser, mais simplement c'est que la personne qui va m'agresser ne sait pas que je sais me défendre. Et voilà comment je vais réagir et tout. Et parce qu'à l'origine, c'était la personne, j'étais en train de retirer de l'argent, la personne arrivait, me tapait, et là, il y avait le garçon qui était derrière, qui venait me défendre. Ah d'accord, donc c'était pas toi qui te défendait au départ. À l'origine, je ne devais pas du tout me porter la ou riposter, etc. Et à la fin, ça a donné, bon, voilà, je suis au guichet, deux personnes s'amènent et qui veulent mon argent. Il y en a un qui commence à me bousculer, et puis là, pif, paf, pouf, il se retrouve par terre. L'autre vient m'agresser, hein, puisqu'il avait son collègue par terre. Et là, il y a la personne qui était sur le trottoir d'en face, qui voit la bagarre qui va dégénérer, qui décide de dire 1 pour 1 d'accord, mais 2 contre 1, je suis pas d'accord. Donc,
voilà. Et on a chacun s'attaque à l'autre. Il y a des prises, des étranglements, et les deux garçons à la fin repartent un petit peu mal en point. Oui, c'est clair. Et voilà. Non, mais c'était une expérience que j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. À regarder, c'était très sympa, et puis c'était bien filmé. Enfin, moi, je regarde ça en un œil un petit peu cinématographique aussi. C'est Frédéric Maury qui a tourné le film, qui est un grand réalisateur. Il a fait là dernièrement le Pangolin de Jean-Marie Bigard, avec Jean-Marie Bigard. Non, il a fait des très très grands films, des making-of de James Bond. Vraiment une personne très très. Je l'ai marqué, mais il fait partie des 5 personnes qui m'ont plus marqué dans ma vie. On s'est vu une journée, mais franchement, il y a une réelle amitié qui est née ce jour-là. Faudra que je lui envoie mon scénario alors. Passe-le-moi, je te mets en rapport avec lui, ça n'a aucun problème. On en reparlera en privé, en off. Bon, on se dirige un petit peu vers la fin. Alors, voilà, par rapport à maintenant et tout ce que tu as fait, maintenant, qu'est-ce que tu souhaites faire évoluer? C'est quoi tes objectifs futurs par rapport à ça? Alors, déjà, au niveau du Kendo, la Commission nationale de Kendo, depuis 5 ans, on forme les enseignants à la compréhension du handicap. Cette formation est quelque chose qui fonctionne parce que nous avons formé 60 profs à l'enseignement auprès de pratiquants en situation de handicap. Alors je m'explique, le terme est simple, mais il est important. Lorsque je suis dans la rue, je suis une personne en situation de handicap. D'accord. Okay. Lorsque je vais sur un tatami ou dans chez Jo, je deviens un pratiquant en situation de handicap. D'accord. C'est-à-dire que je donne à la personne en situation de handicap une valeur morale, une importance vis-à-vis des différents pratiquants, parce que de base on a le même plaisir de travailler une pratique martiale, et simplement c'est une autre différence physique qui fait qu'on est plus ou moins apte à faire tel et tel mouvement. Je t'enverrai une vidéo où je suis avec un jeune garçon qui a 17 ans et qui est lourdement handicapé. Très, très vif d'esprit, mais le corps excessivement lent. D'accord. Et j'ai fait un petit combat de boxe avec lui. Et cette vidéo, je l'ai envoyée à Hassan Endam, qui est champion du monde de boxe, 6 fois champion du monde de boxe, qui est un ami. Et Hassan, lorsqu'il a vu cette vidéo, m'a dit, Michel, quand je reviens en France, on se fixe un rendez-vous et on fait quelque chose avec lui. Il va peut-être simplement venir le voir, lui signer un petit autographe, mais pour ce gamin qui a 17 ans, ça va lui marquer le restant de sa vie. Il va se dire, j'ai fait un combat avec le champion du monde de boxe. C'est sûr que ça doit marquer pour un petit jeune comme ça, avoir une grande personnalité du sport. Et là, à chaque fois, je vais le voir une fois par semaine dans son centre, et à chaque fois, c'est bientôt, je fais oui, t'inquiète pas, on va le voir, et on va créer le centre qui m'épaule, et c'est ça qui est bien aussi. Je suis proposé d'aider. Eux, ils ont la communication, donc on va faire quelque chose pour accueillir comme il faut Hassan. Tout ça fait que à la fin, ça va faire quelque chose de merveilleux pour cet enfant. C'est clair. Mais ça, voilà. Et ça, c'est important.
C'est l'histoire de ce jeune garçon atteint d'une leucémie, je crois, qui voulait rencontrer Thierry Henry. Je sais pas si tu as connu cette histoire. Oui. Qui allait trépasser Thierry Henry. Il a été appelé par je ne sais plus quel entraîneur ou non, c'était un présentateur, enfin pas un journaliste, mais enfin quelqu'un de la télé, du football. Et il a fait tout pour lui. Il est venu le voir, lui filer des trucs, des maillots derrière lui. Des copains qui voilà, c'est génial, c'est génial. Je pense que pour un gamin, c'est ce genre de choses qui marquent à vie, quoi. C'est super. En tout cas, Hassan, voilà, je le connais pas malheureusement, mais je tire mon chapeau. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Hassan Ndam. Hassan Ndam. Je pense qu'on mettra aussi les liens. Je pense qu'il a des réseaux sociaux et autres pages. Oui, mais c'est vraiment. Comme tout grand sportif, il a le cœur aussi grand que sa carrière. Et ils ont besoin lorsque ils font un combat, parce que ils font un combat pour eux, mais aussi ils sont quelque part porteurs du drapeau de la France. Et ben il faut être derrière en disant on est avec toi. Tu as envoyé une vidéo à Hassan pour lui dire regarde, voilà, on est là, on est avec toi, on te supporte. Bon, c'est peut-être deux voix, mais deux voix par-ci, deux voix par-là. Les encouragements sur Facebook, sur Twitter et autres, ça permet d'avoir une force derrière, parce que les athlètes qui ont fait les Jeux paralympiques de Tokyo, moi j'ai une admiration immense vis-à-vis d'eux, parce que dans ces compétitions-là, on est porté aussi par le public. Et là, il n'y avait pas de public. C'est quelque chose où il faut rechercher la force ailleurs. Moi, j'ai une vision assez. Enfin, moi, j'habite le Japon donc depuis 2006. Donc c'est vrai que là, je l'ai vécu ici. J'ai dit c'est bien pour les sportifs, mais ça perd justement. C'est ce que tu disais, ça perd d'intensité si le public n'est pas là. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas ce que toi tu en penses, mais il y a faire des Jeux olympiques ou paralympiques, c'est l'apothéose de sa carrière. Bien sûr. C'est le médaille d'or. C'est sûr, les médailles, c'est génial. C'est un Graal. J'ai fait les JO. Maintenant, tu y vas, tu es blindé, et que tu n'as pas de public qui est là pour te supporter. C'est quand même, ça peut être vachement dur. C'est compliqué, oui. C'est comme si tu étais dans ton club et que tu dois gagner, mais c'est deux fois plus dur. J'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui y sont allées, même pour ceux qui n'ont pas ramené de médaille, parce que bien sûr. Imagine-toi la personne qui y va, qui ramène pas de médaille, simplement parce que il n'y a pas eu l'accompagnement moral, de force mentale. Ça doit être C'est sûr. Bon, allez, pour finir, si tu devais faire la promotion de ces sports à un jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y, les yeux fermés. Vas-y, les yeux fermés. Le plus dur, c'est les 20 premières années. Ouais. Non, le plus dur, c'est de reprendre sa licence chaque année. Mais une fois qu'on a repris sa licence, on se dit, si j'ai bien fait, je me fais plaisir, je vais voir les copains. J'ai voulu. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'est beaucoup de répétition. Et on reprend. Mais moi, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Oui, on la répète. Voilà. Awesu Sensei disait, pour apprendre un mouvement, faut le faire 1000 fois. Pour le comprendre, faut le faire 10 000 fois. Et pour qu'il devienne instinctif, faut le faire 100 000 fois.
Moi, j'ai traduit ça par la règle des 3 R, des 3 T. Travail, travail, travail. C'est difficile à retenir, je pense. Oui, si la hauteur du travail n'est pas, le résultat n'est pas à la hauteur du travail, ben, faut prendre la règle des 3 R. On recommence, on recommence, on recommence. C'est tout. À la fin, le travail paye. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ben voilà, en tout cas, je te remercie. L'interview s'est achevée. J'étais heureux. C'était un véritable plaisir de parler un peu avec toi de notre passion commune. On est tous les deux judokas. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de se rencontrer sans écran interposé dans l'avenir. Peut-être l'année prochaine en France, si tout va bien, on ne sait jamais. Avec la Japan Expo? Avec Japan Expo, maintenant, il paraît que ça va avoir lieu. Donc, je touche mon bureau qui est en bois. Je vais rencontrer ton super héros local et nous on te présente. Il est connu internationalement, monsieur. Oui. Et nous on va te représenter notre héros du club, Hitomi. Voilà. Alors donc, là, ça sera une belle petite rencontre. Une rencontre au sommet, mes amis. Voilà. En attendant, j'espère. Voilà. En attendant, on va pouvoir on va remarquer toutes les infos, tout ce qu'on a parlé. On va les mettre dans la description, hein, pour que les gens puissent avoir, voilà. Et puis pour nous, on va pour les gens de la chaîne, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles interviews. J'ai encore des interviews dans ma poche et pas des moindres. Messieurs, mesdames, bonne journée, bonne soirée quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Michel, à très bientôt. Au revoir Simon. Ciao. Les amis, à bientôt. Au plaisir.